L'île d'Ibiza, cluster possible. Alors, pourquoi avoir choisi l'île d'Ibiza? Bah, tout simplement parce que l'île d'Ibiza est un cluster minimaliste. Ça veut pas dire un petit cluster, mais le premier cluster qu'on peut lancer. Il y a 150 000 personnes sur l'île d'Ibiza, et si on en prend 3,5%, qui est l'information critique nécessaire pour faire basculer une situation politique ou sociétale, ben, ça vous fait 5 600 personnes. Donc c'est quelque chose qui est abordable plus facilement que dans d'autres régions. Si on prend les États-Unis, il faudrait 11 millions de personnes. En France, on serait à 2,5 millions. Au Canada, on estime qu'il y a 8,4 millions d'habitants. On serait à 294 000. Vous voyez, les chiffres grandissent vite. Donc déjà, c'est la population en nombre. Deuxièmement, c'est l'état d'esprit des Ibicenco. Alors, je voudrais revenir sur un concept qu'on appelle la vallée des larmes. Vous allez comprendre pourquoi je reviens sur ce concept. La vallée des larmes, c'est les étapes par lesquelles on passe quand on est soumis à des changements, quels qu'ils soient, que ce soit un deuil, un déménagement ou un licenciement. Alors, je vais prendre un exemple à peine caricatural par les temps qui courent. Imaginez un cadre, euh, la cinquantaine, qui a toujours donné satisfaction à son entreprise. Ce cadre partage un bureau avec un collègue qui vient de rentrer depuis 2 ans, et ce jeune collègue qui le forme lui dit, tu sais, il y a des licenciements et tu es dedans. La première réaction de notre cadre, c'est d'être dans le déni. C'est pas possible, j'ai plus d'ancienneté que mon jeune collègue que je forme et qui, lui, n'est pas licencié. Après tout ce que j'ai donné à l'entreprise, c'est pas possible qu'elle me licencie. Et puis 15 jours après, il reçoit une lettre de licenciement. Il est bel et bien licencié. Et donc, il va rentrer dans une deuxième émotion qui est la colère. Alors, il va éprouver une grande colère parce qu'il a donné beaucoup de temps à cette entreprise. Ça lui a valu un divorce. Il n'a pas vu ses enfants grandir. Et finalement, tous ses efforts ont été vains puisqu'il est licencié comme un employé qui n'aurait pas donné satisfaction. Puis ensuite, il va changer d'émotion, il va rentrer dans la peur, voire la dépression, parce qu'il a 50 ans, il a encore des enfants qui font des études. Est-ce qu'il pourra retrouver un boulot? Est-ce que le boulot retrouvé lui donnera le salaire qu'il avait? Vous voyez, il rentre dans une sorte de terreur, on va dire, professionnelle. Puis après, il va rentrer dans une sorte de tristesse, ça peut être une dépression prolongée, voire vraiment un burn-out. Euh, et si vous regardez, il a descendu en émotion. Donc on appelle ces changements de ton la vallée des larmes comme un U, parce que vous allez aller jusqu'au fond de la vallée, la cuvette de la vallée, puis après vous allez remonter. Ce cadre, finalement, va accepter d'être licencié parce qu'il comprend que c'est une opportunité pour lui. Il n'aurait jamais osé se lancer dans une autre activité et il s'ennuyait dans son boulot sans vraiment oser se l'avouer. Et puis, il va pardonner, il va être en quête de sens ensuite, il va faire de nouvelles expérimentations, peut-être qu'il va trouver une activité fort différente de celle qu'il avait précédemment, mais qui va lui donner beaucoup plus de sens et de satisfaction. Il va enfin retrouver la paix et la sérénité. Alors, vous voyez, on descend en émotion et puis après on remonte en émotion. Alors, tant qu'on est dans le déni, tant qu'on est dans la colère, la peur, voire la tristesse, on n'est pas un acteur social du changement. On le subit, on espère qu'il va y avoir des réformes. Mais quand on remonte la vallée des larmes, on est dans des émotions de plus en plus hautes. À ce moment-là, on n'attend plus rien de l'extérieur, on prend son destin en main, sa puissance en main. Et en étant venu sur l'île d'Ibiza il y a quelques années, j'ai vu un certain nombre d'habitants d'Ibiza qui étaient plus dans on se débrouille, on ne cherche pas à attendre
de l'aide de l'extérieur, on a nos propres ressources et on les utilise. Et c'est ça qui m'a plu sur l'île d'Ibiza. Donc, en dehors du nombre, il y a aussi l'état d'esprit. Alors, l'île d'Ibiza a connu de nombreuses périodes. Il y a la période festive, on venait faire la fête. Maintenant, je pense qu'il y a des gens qui s'installent parce qu'il y a un état d'esprit propre à Ibiza. Les gens sont plutôt en recherche de solidarité, d'entraide, et ils utilisent leurs ressources propres euh, pour pouvoir faire face à la situation que nous connaissons. Ensuite, je dirais que les Ibicenko ont encore une tradition spirituelle. Les Ibicenko continuent à aller à la messe, donc c'est important dans une période où les gens se sentent de plus en plus déreliés spirituellement. Il y a encore cette spiritualité. On peut dire que l'île d'Ibiza a maintenu une tradition spirituelle, alors qu'elle est en train de s'effriter dans d'autres endroits, en particulier en France, où effectivement on est dans une période de chasse à la spiritualité, dans le sens écarté. Euh, voilà, alors la méditation avec le double prend ici un terrain favorable. Méditer avec son double, c'est faire union à deux face à cette situation. Votre double, c'est vous dans un autre espace-temps. Alors, si vous cherchez la définition du principe créateur ou du divin, il y a une définition qui est donnée à la fin, au début, pardon, de l'Apocalypse de Saint Jean, où le principe créateur se présente ainsi: je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, je suis, j'étais, je serai le Tout-Puissant. Alors, alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec ancien, oméga, la dernière. Donc, cette définition sous-tend que le divin est le maître du temps, qu'il est capable de vivre simultanément au présent, au passé et au futur. Je suis, j'étais, je serai. Eh bien, d'une certaine façon, vous êtes incarné, donc vous pouvez dire je suis. C'est le privilège de l'incarnation, on peut agir sur la matière. Mais notre double, c'est-à-dire nous dans un autre espace-temps, lui peut dire j'étais, je serai. Donc à deux, on peut dire je suis, j'étais, je serai. J'étais, je serai, c'est le privilège de notre double, et je suis, c'est notre propre privilège. Donc on a vu que la physique théorique de pointe est en train d'envisager qu'un futur pourrait précéder le présent, que le présent peut changer le passé. Donc notre double va nous aider à trouver le meilleur des futurs potentiels compte tenu de notre passé individuel. Et donc ça, c'est important puisque je pense que l'équilibre vient du fait qu'on vit un présent en harmonie avec notre passé et notre futur. Donc on est dans une période, notamment en Occident, on est en train de déconstruire notre passé et donc on a un futur sans lien avec le passé. Donc l'île d'Ibiza a encore un lien avec ce passé et c'est plutôt un atout. Et donc le premier cluster, le cluster minimaliste, ça veut, est le plus important, pourrait être celui de l'île d'Ibiza, parce que pour toutes ces raisons, eh bien, ça pourrait être le premier cluster qui émerge et qui va faire émerger d'autres clusters selon la loi de coopérativité. Alors, euh, les méditations, vous savez que vous pouvez méditer le matin, l'après-midi, le soir. Il y a trois horaires de méditation, 11h11, 17h17 et 23h23. Donc, si vous pouvez, faites les trois méditations avec votre double, sinon au moins une, et trouvez un horaire qui vous convient. Alors effectivement, on a choisi ces différents horaires parce que on a beaucoup de gens en dehors d'Ibiza qui font des méditations et avec le décalage horaire, on espère que ces créneaux conviendront à des gens qui sont pas sur le même fuseau horaire que l'île d'Ibiza. Alors, méditer avec son double, c'est faire corps avec notre double. Il faut se mettre dans un état de bienveillance vis-à-vis de soi et de notre double, voire d'amour, et ressentir le plaisir dans lequel on vivrait avec délectation. Si on arrive à synchroniser tous les méditants associés à leur double, on fait un effet laser. Alors, je vous rappelle qu'est-ce que c'est qu'un laser. Pour revenir à une notion élémentaire, c'est la notion d'onde.
Une onde, c'est un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux. Si vous avez deux ondes qui interagissent, on appelle ça une interférence. Ça dépend comment les ondes sont positionnées. Si un sommet de la première onde correspond au même sommet de la deuxième onde, on dit que les ondes sont en phase ou en interférence constructive et l'onde résultante aura une amplitude double. L'amplitude, c'est la hauteur du sommet. On peut toujours diviser l'onde en deux parties symétriques avec une ligne horizontale. Et donc, la hauteur verticale entre la ligne horizontale et le sommet s'appelle précisément l'amplitude. Donc, l'onde résultante, si les deux ondes sont en phase, aura une amplitude double. Si au contraire, à un sommet correspond à un creux, les deux ondes en interférence seront dites en opposition de phase en interférence destructive, puisque un sommet euh, au-dessus de la ligne de base qui sépare en deux parties symétriques sera considéré comme positif et le creux, lui, sera en dessous de ces lignes de base qu'on peut considérer comme le niveau zéro. Et donc, la résultante des deux ondes sera nulle. Donc, si vous avez 1 million d'ondes en phase, bah, vous aurez une onde dont l'amplitude résultante sera 1 million de fois l'amplitude de chacune de ces ondes. Donc, chacun va jouer le rôle d'une petite onde et on espère que par synchronisation, eh bien, on aura une onde résultante qui sera n fois l'onde de base de chacun d'entre vous. Et donc, on aura un effet laser. Donc, on peut avoir trois effets laser ou trois tirs laser à 11h11, 17h17 et 23h23. Alors, ben, qu'est-ce que je peux ajouter? J'espère que ben, vous aurez des réponses à des interrogations. Je pense que on n'a rien à perdre d'essayer. Je suis possibiliste. Je crois que tout est possible, même l'impossible. Je crois aussi que, comme le disait le philosophe Hegel, quand le monde des idées est révolutionné, le monde ne peut pas rester tel qu'il est. Donc il y a tellement de révélations, de paradigmes qui s'effondrent, de révélations, qu'il est temps de prendre notre destin en main. Il n'existe pas d'homme providentiel. Le seul élément providentiel que vous pouvez mettre dans votre vie, c'est l'intervention de votre double, c'est-à-dire vous. Donc ne vous sous-estimez pas, prenez conscience de votre valeur et agissez. Ensuite, bah, les travaux d'Henri Laborie, un chirurgien biologiste, ont montré que si un cerveau ne peut pas agir, et dans le monde des animaux, vous avez deux actions possibles, la fuite ou l'agression. C'est ce qui se passe quand deux animaux se rencontrent. Si l'animal sent que l'autre animal est un dominant, il va soit l'agresser, soit fuir, en fonction de l'appréciation qu'il aura de la force de l'animal. Chez l'être humain, il y a une notion supplémentaire, c'est la fuite dans l'imaginaire, dans la psychose, dans la névrose, dans la créativité, dans les idéologies, dans les paradis artificiels. En tous les cas, avant d'être fait pour penser, un cerveau, c'est fait pour agir. Et donc, beaucoup de gens souffrent de non-action ou d'inaction. Ils ont l'impression de ne pas pouvoir apporter leur touche à l'édifice. Donc, en méditant chaque jour, vous donnerez à votre cerveau l'opportunité de s'exprimer. Et c'est une excellente chose à la fois pour votre physiologie et pour le reste du monde. Prenez soin de vous, puisque je développe l'égoïsme altruiste, c'est-à-dire qu'en étant à l'écoute de ses besoins, bien, on rayonne mieux et on permet l'équilibre de la planète. Donc c'est bien un égoïsme altruiste. On oppose souvent altruisme et égoïste. Donc ça permet aussi à votre double de pouvoir agir, ça vous permet d'agir, c'est un partenariat, ça vous permettra d'avoir une coévolution. Alors le futur est multiple, en physique quantique, il n'y a pas un futur qui soit imposé. Sauf si effectivement on rentre en résonance avec le futur imposé par les forces financières. Le poète Rainer Maria Rilke disait: le futur s'infiltre en nous longtemps avant son arrivée afin de s'y préparer une place. Donc c'est exactement la notion de prophétie auto-réalisée. On vous glisse dans l'esprit le futur qui fera la force des forces financières. Le cinéma est l'opportunité de vous glisser dans la tête ces futurs et ensuite vous l'actualisez. Donc ça correspond à l'ancien slogan du Slaro: je sème, je récolte. Quand vous êtes dans une salle de cinéma
vous êtes dans le noir avec des personnages très très grands et vous avez une perméabilité psychologique. Donc, reprenez votre destin en main. Euh, Est-ce que vous avez envie de perdre votre vie à la gagner et ensuite ce que vous avez gagné le perdre en essayant de vous maintenir en bonne santé? Je crois que l'être humain a perdu son sens. Il est temps qu'il retrouve. Je trouve qu'il doit retrouver sa souveraineté, sa puissance propre. Il n'y a pas d'homme providentiel, il n'y a pas d'intervention messianique. Nous serons aidés si nous aidons nous-mêmes. Donc, ça n'interdit pas d'autres interventions. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, bienvenue aux nouveaux qui vont rentrer dans l'expérience d'Ibiza et merci aux autres qui continuent chaque jour à faire ces méditations une, deux ou trois fois par jour. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que vous aurez des explications conceptuelles qui vous permettront de mieux déployer cette expérience d'Ibiza individuellement et collectivement. À bientôt. Au revoir.